Bonjour, merci d'être présent et présente à cette table ronde où on va parler d'interconnectivité entre les outils, on va parler de sécurité, on va parler de paiement, on va parler de prospection et avec plein de gens qui sont spécialistes dans leur domaine. Il y a même une super spécialiste du RGPD qui va nous expliquer ça juste après. Pour ma part, je m'appelle Guylain Denicel, je travaille dans l'hôtellerie depuis une trentaine d'années. J'ai été dans l'opérationnel de veilleur des nuits à directeur. J'ai travaillé dans la technologie, le conseil, j'ai participé à plein de groupes de travail et j'ai lancé Tendance Hôtellerie en 2009. On parle de technologie, de marketing et surtout j'ai parfois un avis un peu vert sur certains sujets. Je laisse chacun des intervenants se présenter. Les dames d'abord. J'y vais? Allez, c'est moi alors. Bonjour à tous et à toutes. Fabienne Ardouin, directrice de 2 établissements à Paris dans le 9e, présidente de la commission des enjeux numériques pour le GHR. Donc le GHR, c'est le GNI plus le CNRTC plus le CNRPO, donc qui sont des syndicats d'hôtellerie-restauration. Et également donc coprésidente des hôtels de Paris pour le GNI. Voilà. Merci. Léa? Bonjour, alors moi c'est Léa Sabir, je suis consultante chez JPS Hôtel Solutions depuis maintenant 7 ans. Donc chez JPS on n'aime pas le mot consultant, on préfère dire qu'on accompagne les hôteliers sur différentes missions, donc tout ce qui est ressources humaines, beaucoup de formation et sur la partie commerciale et également opérationnelle. Et donc ma présence ici sur cette table ronde est liée aussi surtout au fait qu'on accompagne de plus en plus les équipes sur justement la gestion de la sécurité des données auxquelles ils ont accès et sur la mise en conformité des RGPD des hôtels. Merci. Vincent? T'as pas de micro? Non. Donc, bonjour à tous, Vincent Strulu. Je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Sequoia Soft. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs comme dans les télécommunications, le luxe et bancaire et maintenant depuis quelques temps au sein de l'équipe dédiée à la cybersécurité chez Sequoia Soft. Donc nous sommes éditeurs de logiciels de gestion donc spécialisés dans l'hébergement, le bien-être et la restauration. Donc en tant que RSSI chez Sequoia Soft, donc j'ai en charge de gérer la sécurité du système d'information. Donc pour cela, j'identifie les risques, je définis et je déploie les mesures de sécurité adaptées sur plusieurs niveaux. Voilà. Merci Vincent. Je te laisse finir. Donc moi je suis Mathias, je travaille chez Lyra depuis maintenant 3 ans. Je suis partnership manager notamment sur toute la verticale hôtellerie et hôtellerie de plein air. Moi, pour la petite histoire, j'ai longtemps voyagé, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu en Océanie. Et l'hôtellerie, du coup, ça a été mon quotidien pendant longtemps. Et c'est pour ça que je suis très heureux de travailler dans cette dimension-là, dans la dimension paiement qui est cruciale pour les hôteliers. Parce qu'aujourd'hui, les hôteliers payent des commissions donc, à leur banque, payent des commissions pour encaisser du paiement en ligne. Et sont soucieux aussi de la sécurité pour que leurs clients puissent derrière réserver en ligne en toute sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, on va être obligé d'aborder quelques thèmes techniques. Le premier, la spécialité de Fabienne, le RGPD. Non, je la taquine, je la taquine. Il n'est pas gentil. Tout le monde sait ce que c'est le RGPD ou pas? Non. Alors, on y va. Merci Cathy pour ce nom franc et direct. Bon, je pense que quand même, tout le monde connaît le terme RGPD ou GDPR, suivant si on le prononce en français ou en anglais. Donc le RGPD, c'est le règlement général de la protection des données. Ce règlement est européen. Donc il sert à quoi? Alors je me suis fait ma petite anti-sèche parce que quand même c'est un peu compliqué au niveau des termes. Donc j'ai essayé de simplifier. Donc pour être clair, ça encadre le traitement de toutes les données personnelles au niveau européen. Le but du RGPD, c'est quoi? C'est de s'assurer que les données collectées, donc données personnelles type nom, prénom, date de naissance, etc., et professionnelles, votre métier ou certaines données qui sont en rapport avec votre profession,
le sont, donc ces données qui sont collectées, le sont dans un but légitime et bien déterminé. Donc il y a 3 piliers dans le RGPD principalement. Le premier, c'est recueillir le consentement donc des personnes concernées, donc que ce soit les clients, par exemple, qu'on accueille dans un hôtel ou le personnel de l'établissement qui travaille. Donc ça, c'est impératif. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on le met sur les contrats de travail et que sur un site internet, vous avez toujours une petite case à cocher comme quoi vous acceptez les conditions générales. Et en général, le RGPD fait partie de ces conditions. Il y a aussi donc appliquer le principe de minimisation de la donnée, c'est-à-dire ne recueillir que vraiment les données qui sont essentielles, adéquates au site internet et pertinentes à l'utilisation. Et la dernière chose, c'est fixer les durées de conservation de ces données. Vous pouvez regarder sur la CNIL, il y a plein d'informations pour vous aider sur le RGPD. Nous, au niveau du GHR, on a décidé, pour simplifier les choses, de passer à un contrat de partenariat avec une solution qui s'appelle Blockproof, qui s'occupe du RGPD et qui nous aide dans la création de ce RGPD et qui le maintient. Parce que, honnêtement, entre nous, cela dit, le RGPD, c'est quand même une usine à gaz. Donc, pour vous simplifier la tâche, vous pouvez regarder aussi sur le site du GHR. Il y a plein d'informations et même sur la CNIL, un modèle de RGPD. Voilà. Merci Fabienne. Je vais juste rajouter une petite chose. Si jamais vous avez une fuite de données, vous avez un temps très restreint pour prévenir les gens qui ont été impactés par cette fuite de données. Oui. Ça, c'est dans le RGPD et ça peut coûter une fortune à l'entreprise si ce n'est pas fait. Oui. Donc ça, c'est un point super important aussi. Il y a d'autres termes que vous avez dû entendre, comme le DSP2. Donc Mathias va nous expliquer ce que c'est que ça. Alors, volontiers. Donc la DSP2, pour Directive des services de paiement 2, il y en avait une, il y en a une 2. Elle a introduit en fait plusieurs nouveautés. Nouveautés paiement, nouveautés sécurité. Donc nouveauté sécurité, c'est le 3DS2, l'avènement du 3DS2, qui a été rendu obligatoire à partir du 17 octobre 2022. Donc ça veut dire que maintenant, tous les paiements qui sont effectués par carte ne peuvent être effectués qu'en faisant une authentification forte. Donc l'authentification forte, c'est quoi? C'est s'identifier avec un appareil de confiance. Donc en l'occurrence, lorsque vous prenez votre téléphone et que vous validez un paiement parce que le site internet vous a redirigé vers votre application bancaire et que ça réveille donc l'appli sur votre téléphone, c'est une conséquence de la DSP2. D'autres conséquences sont l'apparition de nouveaux moyens de paiement aussi sécurisés, comme le paiement par virement instantané, qui vous permet en fait de déclencher un virement, de permettre la connexion entre les API bancaires et des opérateurs de services de paiement comme nous, pour que vous puissiez payer par virement en direct, sans avoir besoin d'entrer votre IBAN et en toute sécurité, puisque vous vous connectez sur votre application bancaire. Et sachant que vous devez vous connecter avec soit votre empreinte digitale, soit avec un code que vous seul connaissez. Ça veut dire que la VAD, c'est bientôt fini. On espère. Non, la VAD aujourd'hui, la VAD aujourd'hui est quand même pas mal utilisée, notamment par les réceptionnistes dans les hôtels. Mais aujourd'hui, il y a déjà une solution. Aujourd'hui, on est beaucoup d'acteurs, notamment nous, à proposer du lien de paiement que vous pouvez envoyer par QR code directement à vos clients pour éviter justement d'avoir à demander à votre réceptionniste de rentrer les numéros de carte directement dans le back-office. C'est beaucoup plus sécurisé et de toute manière, lorsque la DSP3 sortira, il y a des chances que la VAD soit finie. Et il y a un 3 de prévu dans 2 ans. Mais t'inquiète pas, il y en aura une 4 après. Ça n'arrête jamais, ça. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup, c'est la tokenisation ou les alias. Ouais. Les hôtels commencent à entendre parler de ça, donc ça vaut la peine qu'on explique ce que c'est. Alors, oui, alors la tokenisation, en fait, c'est la capacité pour un opérateur de service de paiement de capturer les données cartes et d'en effectuer une image avec un nombre de caractères alphanumériques directement unique dans le système. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir appeler cet alias qui est une image de la carte, pour pouvoir faire des transactions. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'hôtelier va arriver. Il va tout simplement demander via un lien de paiement au client de rentrer sa carte bancaire. Et sa carte bancaire ensuite va être stockée dans nos serveurs de manière cryptée. C'est-à-dire que l'hôtelier n'a à aucun moment accès aux données.
Il faut être PCI DSS pour ça. Et donc ensuite, cette carte tokenisée, en fait, on peut l'utiliser après derrière pour toute la durée du parcours client au sein de l'hôtel. Si par exemple, il décide d'aller au spa ou s'il décide d'aller au restaurant ou faire une prestation complémentaire, et ben en fait, comme la carte est déjà enregistrée dans nos serveurs, vous n'avez pas besoin de lui dire voilà, il faudrait, monsieur le client, que je vous renvoie un lien de paiement pour pouvoir payer cette prestation. Ben non, tout simplement, vous le débitez sur la carte directement via le back-office. Tout simplement. Merci. Je pense que c'était clair. Le PCI DSS, Vincent, qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, PCI DSS, donc, c'est une norme de sécurité des données bancaires. Elle a été créée par les principales sociétés de cartes de crédit comme Mastercard, Visa, American Express. Elle s'applique aux entreprises comme la nôtre, comme Sequoia Soft, qui doivent stocker, gérer ou transmettre des paiements par carte de crédit. L'objectif de PCI DSS va être de sécuriser les informations de paiement des clients contre la fraude et le vol. Elle est conçue pour que les informations de paiement soient stockées, gérées et transmises de façon sécurisée afin de limiter contre les violations de sécurité et de minimiser le risque pour les clients et les commerçants. Et donc, notre société, comme Sequoia Soft, nous devons passer des audits annuels afin d'être certifiés PCI DSS. Et pour faire simple, PCI DSS, ça demande à ce qu'on applique des mesures de sécurité de base sur notre système d'information, donc pour nous protéger contre les menaces. Demande à ce qu'on ait, par exemple, une gestion d'accès pour limiter l'accès aux informations de paiement. Et voilà. Donc un coffre-fort, un hyper coffre-fort numérique. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ça se durcit tous les ans en plus. C'est ça, ouais. Donc, À chaque nouveau contrôle, on en remet une couche. c'est ça, ouais. Donc à chaque nouvel audit, on a de nouvelles exigences venant de l'auditeur qu'on doit répondre. On doit fournir énormément de politiques de sécurité, de preuves, énormément de documentation et de documents techniques également. Merci. Chez l'IRA, ça fait 12 ans qu'on est PCI DSS, donc je confirme, effectivement, c'est de plus en plus dur. Bon, vous continuez, ça va, hein, on passe le test. De toute façon, on ne peut pas arrêter en cours de route, hein, sinon... on va revenir sur un cas qui est peut-être arrivé. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôteliers dans la salle, tiens, en fait? Non, mais il faut lever la main, les autres. Merci. Ben, les autres, vous faites quoi, en fait? Restaurateur? Prestataire de service? Oui. Consultant? Ouais. Merci. On va revenir un petit peu sur les histoires de fraude Booking qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Il y a deux types de fraudes qui sont arrivées là. Il y a eu les fausses résas et il y a aussi des tentatives de paiement de fausses factures de commission ou de faux RIB pour payer les commissions. Léa, tu peux nous expliquer un petit peu parce que toi, tu as été en plein dans le... Oui, alors dans le cœur du cyclone. Un des établissements avec lequel que nous accompagnons depuis plusieurs années a eu une grosse fraude via Booking.com juste avant la fin de l'année, donc le 29 décembre. Ça a été un des premiers établissements à être attaqué, mais ce n'est pas le seul puisqu'il y a eu, je pense, plus d'une vingtaine d'hôtels. Donc ça s'est passé le soir. En fait, il y a eu vendredi soir, oui, en plus. Il y a eu donc une réservation Booking d'un client lambda qui a commencé à avoir une conversation avec le réceptionniste, donc il l'a mis en confiance. Et puis il lui raconte un peu sa vie. Il lui dit voilà, je dois venir avec ma femme, on est âgés, on va prendre la voiture. Donc du coup, j'ai fait un itinéraire sur Google Itinéraire. Est-ce que vous pouvez cliquer sur ce lien et regarder si mon itinéraire est le bon? La réceptionniste était en confiance, a cliqué sur le lien. Malheureusement, en fait, elle a fait rentrer un virus, un cheval de Troie sur l'ordinateur. L'ordinateur s'est transformé en russe, a pris le contrôle total, donc le hacker a pris le contrôle total de l'ordinateur et a réussi à rentrer sur Booking.com. Donc sur l'extranet de l'hôtelier, a supprimé l'ensemble de ses annonces, a créé une fausse annonce avec un appartement magnifique de 8 chambres pour 50 € la nuit, donc c'était l'offre exceptionnelle. Et en une seule nuit, il y a eu 947 réservations, donc de vrais clients, mais sur des fausses annonces. Et le temps de pouvoir récupérer l'accès à Booking, l'accès à l'extranet. Non seulement le hacker a réussi donc à faire 947 réservations, à prendre l'ensemble des données des clients, mais également de prendre l'ensemble des données des clients à venir pour cet hôtel.
Et le principe était très simple. Il envoyait des mails au client, des textos sur WhatsApp au client en lui disant « Je suis le responsable de l'hôtel X. Pour confirmer votre réservation, merci de cliquer sur ce lien et d'effectuer le paiement de la réservation. » Donc ça reprenait, c'est que c'est bien fait puisque le paiement était sécurisé avec une double authentification. Donc le client n'a pas pu, après, est allé voir sa banque, mais lui a dit non, il y a eu le principe de sécurité, donc il n'est pas possible d'être remboursé. Heureusement, tous les clients n'ont pas effectué les paiements, mais on a eu, je pense, au moins une trentaine ou une quarantaine de clients qui ont payé ce hacker. Et bien sûr, c'était la responsabilité de l'hôtel. Comme tu disais, Guilain, on avait 48 heures pour prévenir tous les clients, mais on avait plus de 1700 clients à prévenir en 48 heures. Donc, la fin de l'année était assez chargée. Et puis il y avait des clients sur le carreau le 31 décembre quand même. Et il y avait des clients sur le carreau le 31 décembre qui sont venus en disant « Mais je ne comprends pas, ma nuitée à 50 €, elle est où? Et mon appartement de 8 chambres, il est où ?» Ouais. Merci. De rien. Fabienne, tu nous expliques l'histoire des commissions? Oui, alors, bon, en effet, j'ai eu un cas un peu similaire, mais dans les moindres mesures, dans un de mes établissements, où là, on est toujours en train de chercher comment le hacker a bien pu pénétrer Booking.com. Parce que là encore, oui, nous, on sait comment il est rentré. Mais nous, on ne sait pas parce que nos PC sont clean. Donc, voilà, c'est un mystère en soi. Bon. Cela restera un mystère puisque, bien sûr, comme à son habitude, Booking.com n'est au courant de rien et ce n'est pas sa faute. La deuxième arnaque, en effet, en cours, d'ailleurs toujours en cours et bon, qui date un peu mais qui revient beaucoup, c'est l'arnaque aux commissions. C'est-à-dire quelqu'un va soit appeler l'hôtel, soit envoyer un mail en se faisant passer pour le service financier, donc comptabilité de Booking.com, et va réclamer le paiement du montant, alors là c'est là aussi, hein, le montant exact dû par l'hôtel des commissions du mois d'avant. Donc en principe, à part Booking.com, je ne vois pas qui peut être au courant de ce montant. Oui, au centime près en plus. Au centime près, en sachant que même l'hôtel ne le sait pas avant que Booking lui envoie sa facture, hein. Donc, à partir du moment où l'hôtelier a reçu, donc je crois que c'est 1 ou 2 jours après que l'hôtelier reçoit sa facture, le service appelle et dit voilà, merci de régler votre facture. Alors, soit, donc là, dernièrement, la semaine dernière, on a eu un mail nous disant que Booking avait changé ses coordonnées bancaires, dis donc. Voilà, donc il fallait changer le RIB. Alors bon, dans la majorité des cas, Booking est en prélèvement, donc si vous voulez, on s'en fout un peu qu'il ait changé. Néanmoins, l'autre cas est le cas le plus problématique, c'est quand ils se font passer donc pour le service au téléphone, qu'ils mettent en confiance la personne qu'ils ont, qu'ils donnent exactement les montants qui correspondent aux factures et qui vous disent, ben voilà, il faudrait régler sur ce truc, sur ce compte-là, parce que vous avez un avoir, on en a à peu près tous, au moins une fois ou deux dans l'année, des avoirs avec des OTA. Et du coup, le fait d'avoir un avoir, il faut que je vous déduise. Bref, ils vous embobinent, ils vous enrobent tout ça, ils vous mettent un petit nœud au-dessus. Et puis, la personne a tendance à dire, pas de problème, je vais faire le virement. Ils font le virement et malheureusement, eh bien, ça peut s'avérer frauduleux dans la majorité des cas. Le vrai point problématique que nous, on ne comprend pas, c'est comment le hacker a accès à ce montant exact de commission. Et ça, Booking est incapable de me répondre correctement, même en leur posant la question. Pour eux, ce n'est jamais de leur fait, c'est toujours le fait de l'hôtel. Donc c'est l'hôtel qui donne cette information. Mais c'est sûrement le même procédé pour lequel, par exemple, sur certains hôtels, on n'a pas été piraté sur l'ordinateur, mais pourtant, le hacker a récupéré les données de Booking.com. Mais que de Booking. Oui, que de Booking. Voilà. Oui, et j'ai pas eu plus de réponses chez Booking. Non, et il y a une troisième fraude qui vient d'arriver il y a 2-3 jours. C'est on reçoit un mail de Booking disant on a détecté une fraude sur votre extranet. De ce fait, par sécurité, nous avons bloqué vos ventes et nous avons bloqué votre extranet. Pour pouvoir vous reconnecter et réouvrir vos ventes, cliquez et remettez votre code. Bien sûr, le code, Bien sûr, c'est un mail frauduleux qui donne la main à des hackers.
Sur ces histoires de commission, les montants sont élevés, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont été concernés? Certains, hein, j'ai pas le montant exact, mais le dernier, c'était 31 000 euros. Ça commence à faire, oui. Ouais, ça commence à faire, ouais. Mais il y en a eu, il y en a pour, oui, de certaines sommes, oui. Ok. Bon, et Booking, pas vraiment de réponse sur le sujet. Hein. C'était très évasif. Ils disent qu'en interne, en tout cas, les dernières données, les dernières infos, ils disent que la faille ne vient pas de chez eux. Non, mais la Les faille pas ne vient en jamais interne. de chez eux. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Alors, la semaine dernière, j'ai vu Carlo à ITB. Et Carlo, c'est directeur pour l'Europe, Middle East, Africa. Il n'a pas répondu à la question sur cette partie de fraude de commission. Sur l'autre, il a dit, effectivement, on a répondu un peu vertement. On n'a pas de responsabilité directe, mais on aurait pu être meilleur dans l'accompagnement. Oui, et puis ils n'ont pas de responsabilité Ouais, directe, je suis mais pas tout quand à fait même, le d'accord, hacker hein. a essayé d'atteindre Expedia, a essayé d'atteindre Agoda, a essayé d'atteindre DH, a essayé d'atteindre tous les... Je ne suis tous que, les- Non, je sais. que celui qui répète ce qu'il a Je dit. sais bien. Mais quand même, il n'y a eu que Booking où ils ont réussi. Donc, il y a Et quand même une faille ils sont en quelque train de part. mettre en place des procédures pour bloquer, pour C'est fermer exactement l'hôtel. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Donc nous, on a, avec le GHR, évidemment, on a des relations privilégiées avec les OTA et notamment Booking. Évidemment, quand ça tombe sur moi, c'est pas de bol, parce que bien évidemment, ça monte aussitôt très très haut et très très vite. C'est là qu'on s'est aperçu, donc notamment. N'importe qui pouvait changer le nom de l'hôtel, Le téléphone. le numéro de téléphone et En mettant un les numéro types de étranger chambre. pour un hôtel parisien. Sans que ça ne fasse clignoter en rouge chez Booking.com alerte générale. Donc ça, évidemment, ça y est, c'est résolu. On ne peut plus faire ce genre de choses sans que ça alerte tout un réseau de personnes. Néanmoins, on continue à lutter avec notre département et avec Véronique Martins, qui est avec nous aujourd'hui, sur le respect et l'accompagnement qu'ils doivent à leurs hôteliers, parce que c'est un peu facile de dire c'est nos clients quand ça va bien, mais c'est les vôtres quand ça va pas bien. À un moment donné, voilà, ça suffit. Donc on lutte encore là-dessus, on avance petit à petit. Moi, je préfère avoir de bonnes relations plutôt que de leur taper sur la tête, donc je fais les deux. Comme ça, je garde de bonnes relations. Après, ça avance. Ça avance petit à petit, parce qu'évidemment, quand on a affaire à des mastodontes comme eux, voilà, le français n'est qu'un tout petit élément de leur... de leur business, et donc du coup voilà, on a du mal à se faire entendre, mais on y arrive. Bon, en tous les cas, ces fraudes ont mis en évidence des petites choses qu'on peut faire. Et on va en parler Oui. après. Il y a des petites choses qu'on peut faire qui vont permettre d'éliminer une grosse Tout à partie fait. de toute cette partie-là. Mais ce qui serait bien, c'est de rappeler tout ce qu'il y a sur un ordinateur de réception, en fait. Parce que là, c'est un peu... c'est la caverne d'Alibaba, un ordinateur Il y de a réception. beaucoup de données. C'est ça le Ouais, problème, c'est ça. c'est qu'il y a Et puis, énormément de données, il y a énormément d'outils, mais il y a aussi beaucoup de données clients et beaucoup de données personnelles sur l'ensemble des ordinateurs. Et généralement, il n'y a pas de session par réceptionniste, il y a une session pour tout le monde quand encore il y a une session, parce que des fois il n'y a même pas de mot de passe sur les ordinateurs. Et on retrouve l'outil, le PMS, qui est quand même l'outil principal de l'hôtel, avec la facturation, le planning et tout ça, les données clients. Il y a le channel manager, donc l'outil de tarification, de prix. Il y a également tous les extranets de tous les partenaires, généralement avec les mots de passe qui sont déjà préenregistrés Oui. pour plus de facilité. Quand même, c'est plus Voilà. facile. Et puis après, il y a plein de données clients et il y a même des numéros de carte bleue. Donc, La boîte voilà. mail, le WhatsApp, Oui, exactement. Oui. Oui, exactement. il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est la Il y a totale. tout ce on peut tout trouver sur un ordinateur de réception. Ah, c'est génial, hein. Bon, en sachant que cet ordinateur peut être en réseau. Oui. Et donc, voilà. Désolé, c'est moi qui ai une panne maintenant. Tu as commencé à en parler un petit peu là des sessions. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là? Les deux spécialistes, Vincent, toi, tu es le spécialiste de la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Justement pour éviter un certain nombre de choses à des gens d'accéder, à des gens d'installer des logiciels, à des gens de pénétrer. Ouais, déjà pour protéger un PC par exemple qui est présent sur un système d'information, il est important de pouvoir maîtriser le risque sur les 4 piliers
qui sont la prévention, la détection, la réaction et la récupération. Donc pour le cas d'un PC, par exemple dans un hôtel, la première chose à faire va être de sensibiliser tous les utilisateurs ayant accès au PC. Voilà, les personnes sont, les postes utilisateurs sont la première porte d'entrée le plus souvent pour les cyberattaques. Et pour maîtriser ce risque, nous pouvons créer des campagnes de phishing, de hameçonnage qui viendront tester les employés pour voir leur réaction face à ces attaques. Ça, on fait ça dans toutes les grandes boîtes. Il n'y a pas une grande boîte où on ne fait pas des attaques régulières, semaines, mois, etc. C'est ce qu'il faut faire. Même dans des PME, chez nous aussi on le fait. Oui, mais bon, vous maniez du pognon, donc c'est normal. Voilà. C'est normal. Ensuite, des petites recettes simples. Ouais. Ensuite. Pardon, juste pour la petite blague, du coup, nous aussi, on peut. En ce moment, ils sont tous en panique de cliquer sur le moindre lien. Je vous le dis. C'est simple, il n'y a plus un document PDF, ils ne veulent plus rien ouvrir. Donc on ne peut plus travailler, ils ne peuvent plus ouvrir quoi que ce soit. Okay. Même si je te dis que je t'envoie un chèque de 15 millions, ça se négocie. Ah, ok. Ensuite, ce qui va être utile, c'est par exemple d'installer des solutions techniques de sécurité sur le poste informatique. Donc ça va être par l'installation d'un antivirus. Donc il ne faudra pas oublier de venir le mettre à jour. On peut également installer des solutions de type EDR, donc de détection et réponse des terminaux, donc qui viendront analyser le comportement de chaque application, chaque processus qui tourne sur l'équipement informatique. Je te coupe 2 minutes. Ouais. Est-ce que tout le monde a un antivirus sur son ordinateur ? Et pas seulement. Non, mais celui qui n'en a pas, il ne va pas me le dire, je sais bien. Mais Oui, mais par exemple, là, le virus n'était pas détectable par l'antivirus. Oui, mais il y a quand même des hôtels où il n'y a pas d'antivirus. Non, ça, je crois pas. Si. Honnêtement, alors, Voilà, donc la solution EDR, elle vient analyser en plus le comportement de chaque application. Donc c'est un truc à part de l'antivirus qui, lui, se base sur une base de données antivirale. Donc la solution de type EDR, elle va venir bloquer tout comportement malveillant. Donc ce qu'un antivirus ne pourra pas faire. Est-ce que mettre un anti-malware, par exemple, que tu déclenches une fois par semaine, c'est bien ? Alors c'est bien, c'est toujours utile, c'est mieux que rien. Voilà. Donc c'est toujours utile d'avoir un anti-malware sur son poste. Donc anti-malware, antivirus. Donc ça c'est vraiment des solutions qui viennent comparer un process dans leur base de données. Donc si un nouveau virus est présent sur un poste, il ne va pas être détecté par l'anti-malware, par l'antivirus. Donc, et dans ce cas-là, c'est l'agent de type EDR qui viendra bloquer ce comportement-là. D'accord. Mais si un PC est en mode utilisateur et pas en mode administrateur, on ne peut pas installer d'application. Donc le malware, normalement, il ne peut pas s'installer. Ça dépend des droits justement que l'utilisateur a. Mais si les droits sont assez restrictifs, après l'attaquant il peut toujours essayer d'élever ses privilèges pour devenir administrateur du poste, ou il peut essayer d'attaquer d'autres systèmes connectés sur le même réseau. Donc même si tu es en session utilisateur sans aucun droit, tu peux quand même essayer d'accéder à plein de réseaux connectés. Vas-y. Une autre mesure qu'on a, nous, présente sur nos postes l'IRA, puisque nous, on fonctionne tous en mobilité, on a tous des ordi portables, mais un truc qui peut aussi quelquefois vous affecter, nous, en fait, on bloque automatiquement tous les ports USB. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui arrive à la réception, nonchalamment qui arrive, qui met une clé USB dans un port, et terminé. Il met ce qu'il veut dessus et puis il prend l'accès à l'ordinateur. Donc nous, en fait, chez nous, donc on a tous les systèmes que Vincent a évoqués. On a du anti-malware. Bien sûr, nous, si on met une interruption de service sur du paiement chez nous, vous êtes quasiment sûr qu'aux 20h de ce soir, on a une première page. Parce qu'aujourd'hui, on opère un paiement sur 2 en proximité et on opère un paiement sur 4 en e-commerce. Donc on est obligé de tenir des très hauts niveaux de sécurité et pour s'inspirer, en fait, nous, effectivement, on bloque les ports USB, on a des antivirus, on a des pare-feux de partout et on a de la sécurisation de data absolument partout. Donc, voilà, c'est ça. On a également des pare-feux pour venir bloquer l'accès aux URL malveillantes. Donc on a des politiques de sécurité qui viennent indiquer qu'effectivement qu'on bloque les ports USB, qu'on chiffre les données sensibles, qu'on vient mettre à jour régulièrement le système d'exploitation, les logiciels, pour venir récupérer les derniers patchs de sécurité. Donc, mais c'est vrai que dans l'hôtellerie, il y a plein de gens qui viennent à la réception en disant « j'ai oublié d'imprimer mon machin, vous ne pouvez pas m'imprimer ». Ça, c'est le truc qui arrive tout le temps. Oui. Donc, mais généralement, on demande par mail maintenant. On ne prend plus de clé USB. Mais c'est nouveau.
Bon. Après, il y a des solutions où on a un PC totalement isolé, autonome. Il y en avait, les business corners. Hein. Il y en a un peu moins, mais c'est quand même Il y en le a truc. moins. On peut mettre un vieux PC avec un truc simple dessus, hein, ça marche. Oui. Hein. Parmi les hôteliers, les réceptionnistes ont-ils tous le même login à Booking ou est-ce qu'ils ont un login par personne? Ah oui, sur Booking. Il y a plusieurs écoles. Hein. On peut en mettre plein. Hein. Alors on peut en mettre plein. En fait, là, The Edge a fait une grosse pub l'année dernière en disant attention, maintenant, à partir de maintenant, Chacun il faut que son mot de passe. chacun doit avoir son login, son mot de passe, etc. pour sécuriser encore plus, en effet, l'accès notamment au numéro de carte bancaire. Et la Puis double on peut bloquer authentification. certains accès pour ne et pas avoir bloquer, accès à tout. Voilà, exactement. Et la double authentification dès Et qu'il y a la un truc double- un peu ah ouais, critique. ouais, exactement. Donc sur un deuxième appareil. Oui. C'est-à-dire que si on hack un appareil, le deuxième, normalement, C'est il n'est ça. pas hacké. Quoi. Ouais. En théorie. Après, c'est vrai que je ne vais pas m'avancer, mais je pense que dans au moins la moitié des établissements, il y a un mot de passe et un login pour Expedia, Booking. Moi, je pense que c'est même pas. Moi, je pense que c'est dans plus de la plus moitié. de 50%, Ah ouais. tu crois? Moi, Ouais. j'ai essayé d'être optimiste, mais Oui, non. Et je pense pas. est-ce qu'il est sur un post-it sur l'écran? Non, il n'est pas Sur sur un post-it, il est Non. sur un tableau Excel dans l'ordinateur. Qui est hacké? Qui est hacké. hacké, bah évidemment. Ouais, donc maintenant, ouais, vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe qui viennent à sauvegarder tous vos mots de passe. Donc vous n'avez plus besoin, vous ne devez plus écrire vos mots de passe seulement dans un fichier Excel. Quoi. Et on a déjà 3 astuces là. Ouais. Un login utilisateur sur le PC, donc plus d'administrateur. Déjà, ça limite, ça résout pas tout, mais ça limite. Un gestionnaire de mots de passe. Un login par utilisateur pour les extranets. Ben oui, mais avec ça, on commence déjà sérieusement à complexifier l'histoire de sécurité. Le hacker, il va pas passer. Dès que ça devient compliqué, il s'en va. Hein. Alors, je sais que je vais vous faire rire avec mon truc, mais c'est comme si vous avez un lion en face de vous. Il faut pas courir plus vite que le lion, hein, il faut courir plus vite que le voisin. C'est pareil avec les hackers. J'adore cette blague. Et t'as déjà essayé de courir plus vite qu'un lion? Non, mais j'ai jamais T'as fait face jamais à un lion. Un tigre, ça marche aussi. Hein. Ouais, ça marche. Ça marche aussi. Un crocodile aussi. Blague à part, qu'est-ce qu'on a encore comme petit truc facile à faire là, des choses applicables, simples? Très simple, la formation des personnes qui ont les données entre leurs mains. Donc la formation des réceptionnistes constamment et revenir dessus sur les risques de phishing. Alors pourquoi pas ces tests de phishing? Je sais que ça pourrait en effet fonctionner de temps en temps, mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un numéro de carte bleue? Parce qu'aujourd'hui, les clients donnent encore leur numéro de carte bleue au téléphone et noté sur un post-it à la réception. Donc il y a toute cette formation-là à faire. Quand on parlait de la VAD, en effet, il faut que ça disparaisse parce que déjà, non seulement c'est encore fait dans tous les hôtels, mais deuxièmement, après, le client peut contester le paiement et l'hôtel n'a jamais finalement raison. Donc il y a toute une formation des équipes en continu dont on n'avait pas besoin de faire avant et qui aujourd'hui est essentielle. Là, on parle effectivement d'interconnectivité, effectivement, donc c'est du rôle déjà nous du PSP et ensuite des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil de dire qu'en fait la VAD maintenant, essayer d'éviter, il y a des solutions alternatives, il y a la tokenisation pour pouvoir retenir les données cartes en envoyant un lien de paiement, il y a le lien de paiement qui se base sur votre contrat sécurisé bancaire ou sur un contrat que nous, établissements de paiement, pouvons vous fournir. Et où là, pour le coup, il n'y a pas besoin de noter les numéros de carte bancaire et de les laisser sur le papier ou de les transmettre par téléphone. Moi, aujourd'hui, quand je réserve à un hôtel, quand je réserve dans un hôtel et que je réserve par téléphone, je demande envoyez-moi un lien de paiement sur mon téléphone ou envoyez-moi un lien de paiement par mail. Je vous le valide tout de suite. Ça, aujourd'hui, c'est hyper facile. Nous, avec notre solution, un lien de paiement, vous le générez en même pas 20 secondes, quoi. Et il y a un truc aussi qui est important, c'est que dès qu'il y a un truc anormal, on en parle, quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est que ça développe tout de suite le sujet. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait eu des gros hackings sur Booking, d'un seul coup, on ne parle que de cybersécurité. Il faut comprendre aussi que l'hôtellerie, alors on est un peu à la bourre au niveau des paiements, on le sait. On en a conscience. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. On est là pour vous aider. Hein. Ouais, je sais, ouais, mais à des coûts qui peuvent être aussi importants. Il faut penser aux hôtels. Moi, je pense aux hôtels de province qui sont ouverts de manière saisonnière ou qui sont ouvertes ou qui ont des petits établissements. Je veux dire, quand vous leur annoncez que, je sais pas moi, pour une transaction, je te prends 0,20 ou 0,30 et puis tiens, pour une PLBS, je vais te prendre 0,5, à un moment donné, ça suffit. Donc je comprends aussi qu'ils restent encore à reculons et qu'ils attendent la dernière minute et vraiment qu'on les pousse par la législation à aller vers des solutions en ligne. Oui, le petit hôtel qui a un prix moyen à 70-80 €, il fait comment Voilà. Oui, c'est ça. À Paris, ça va, vous avez un peu plus de... Non, moi combien 80 t'as dit? Ouais, c'est ça. On va pleurer. On va pleurer. Donc c'est bon, on a listé quelques petites choses qui sont simples. Au niveau du GHR, j'ai encore du mal à dire GHR. Vous avez mis en place des trucs pour la sécurité, des formations, des kits, des machins? Alors, la formation, je partage l'avis de Léa, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes en tant que manager. On peut former notre personnel à au moins la base de la sécurité informatique. Ensuite, c'est un sujet qui, bien évidemment, est arrivé sur le tapis avec notamment Las Forest. Donc, moi, j'en ai discuté avec Mamba Diallo, donc, qui est le directeur de Las Forest. On est en pleine, justement, recherche de formateurs sur le sujet qui puissent être adaptés à l'hôtellerie-restauration pour créer une formation sur la sécurité dans nos établissements. C'est pas facile parce que les formateurs en cybersécurité, ça coûte très cher. Et que donc, forcément, un organisme de formation, il faut ensuite oui, mais financer. on n'a pas besoin des réceptionnistes qui aient le niveau de Vincent non plus. Non, mais sans aller jusque-là, c'est vrai que même... oui, mais tu es quand même obligé de faire appel à des gens qui sont compétents dans leur domaine. Et ces gens-là, ça coûte cher. Oui. Je parle du réceptionniste, pas du formateur. Le formateur, il faut qu'il ait un niveau. Mais le réceptionniste, il n'a pas besoin d'avoir un... Non, mais le réceptionniste, tu peux, toi, le former. Après, c'est au niveau supérieur, au niveau management, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'on a quand même besoin aussi, nous, d'avoir des clés, de se dire, attends, moi là, je suis là, après, il faut que je mette un profil, mais ce profil, il faut qu'il soit adapté à ça, et il n'a pas le droit de faire ci, et il a le droit de faire ça, enfin... Mais ça devient des usines à gaz. Hein. C'est surtout de la formation continue aussi, parce que ça fait des années qu'on a ces pratiques-là, de récupérer les cartes bancaires. Ça fait des années. Donc, quand on a des réceptionnistes, ça fait 20 ans que c'est leur métier. Vous ne pouvez pas lui demander en 5 minutes de complètement changer sa façon de travailler. Donc, une formation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut revenir sans cesse dessus. Il faut être en présence des équipes. Il faut leur dire non, là, tu viens de prendre une carte bleue. Il faut pas. Enfin voilà, c'est plus long que juste une formation. Et au niveau de Acto, ils ont des choses aussi là-dessus, non? Non, justement. Mais rien je crois du pas. tout. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a rien, franchement. Déjà, je me bats au niveau numérique avec Acto, donc autant te dire que cybersécurité, je ne sais même pas s'ils connaissent. Non, il y a... Okay. Bon, Véronique, tu as du boulot. On va revenir sur notre sujet principal, la connectivité. Donc, comment ça se passe quand deux outils doivent se connecter là? Donc, quand deux solutions techniques de deux entreprises différentes viennent d'être interconnectées, il est important de mentionner la sécurité. La protection de nos liens d'interconnexion est cruciale pour notre entreprise. Donc, d'abord, il faut nous assurer que nos solutions soient sécurisées. Donc, pour ça, nous allons appliquer les bonnes pratiques dès le développement de l'application. Nous allons faire des revues de code, des audits de sécurité, des tests de pénétration afin de nous assurer que nos solutions soient robustes face aux cyberattaques. Donc si je suis moi une start-up, je viens taper toc toc, bonjour monsieur Sequoia Soft, je voudrais me connecter, donc tu vas me tester.
tout de suite, je vais passer à la moulinette. Alors, on ne va pas vous tester directement, vu faut qu'on ait votre accord déjà pour faire ça. Donc, par exemple, on peut mettre en place un plan d'assurance sécurité. Donc, c'est un document qui vient d'être annexé au contrat et où on mentionnera toutes nos exigences de sécurité et nos mesures de sécurité à respecter pendant toute la durée du contrat. Et la responsabilité des parties en cas de... C'est ça. Voilà. Ok. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le papier, alors, une fois qu'on est mis d'accord sur le papier, il est important de parler, déjà de créer et de continuer une dynamique de cyber entre les deux parties. Donc, pour ça, nous pouvons discuter des nouveautés de cybersécurité, se rencontrer régulièrement pour pouvoir garder cette dynamique cyber. okay. J'ai l'impression que tu veux parler. Non, mais parce qu'en fait, on a un métier qui est quand même similaire. On est tous les deux éditeurs de logiciels, on est connectés aussi. Hein. On est connectés, on a passé la moulinette. En fait, déjà, ce qui est important, c'est qu'on est déjà 2 établissements PCI DSS, Sequoia Soft comme Lyra. Donc ça, c'est important. Et nous, en fait, nos API, donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se connecte à d'autres outils. On a deux niveaux d'API. On a un niveau qu'on va réserver à tous les éditeurs, qui sont des API REST, sur lesquels nous, qui sont parfaitement étanches avec notre système de sécurité. Donc même si vous connectez nos API, elles sont publiques, vous y allez, mais sans aucune connexion, vous ne pourrez rien faire en fait. C'est nous qui vous donnons accès, et si vous avez du paiement à faire dessus, vous ne pourrez pas frauder, parce que derrière vous tapez directement sur nos serveurs, et nos serveurs sont ultra protégés. On est 500 à Lyra en France, il doit y avoir 80 personnes qui sont dédiées rien qu'à ça. Ensuite, après, il y a un deuxième niveau de web service, donc un deuxième niveau d'API qui sont des API PCI DSS, que là, on dédie à nos éditeurs qui sont PCI DSS. Et là, pour le coup, comme ils sont PCI DSS, ils ont un certificat, ils ont été testés, ils ont eu le droit à une batterie d'audit qui dure des mois et des mois. Là, après, derrière, on leur donne accès à un nouveau niveau de web service, à un nouveau niveau d'appel de nos serveurs, où là, on peut leur confier des données cartes. Mais là, pour le coup, pour confier ce type de données-là, il faut passer des certifications. On ne les donne pas gratuitement. Tout le monde est au point avec web service ou des termes comme ça. Tout à l'heure, tu as dit PSP. Qu'est-ce que c'est PSP? PSP, c'est prestataire de services de paiement ou Payment Service Provider pour les anglophones. Okay. Et en hôtellerie, c'est partie sans payer. Ah, voilà. Ça arrive encore? Non, mais tu sais que c'est comme ça qu'on disait. Mais c'est de la grivellerie. PSP, c'était les parties sans payer. Moi, j'en ai déjà mis au trou pour grivellerie. Moi, je suis un méchant, donc c'est normal. Mais je les ai relâchés après, quand ils m'ont payé. C'était il y a longtemps. Dans toutes ces histoires de sécurité, etc., quand on a préparé notre appel, on a parlé de localisation, et je crois que c'est toi, Vincent, qui a dit localisation, c'est super important. Est-ce que tu peux nous expliquer à tout le monde ce dont on a parlé, ou c'est toi qui en avais parlé, la localisation? Je ne sais plus lequel de vous deux. Je pense que c'est toi, mais... Ouais, c'est toi. Alors, la localisation des données, c'est aussi important. Aujourd'hui, en fait, nous, les données de paiement, on les stocke sur des serveurs sécurisés. Quand on dit serveurs de sécurisés, c'est les serveurs en dur. Il y a une partie de nos serveurs les 2 serveurs sont en France, en fait. On en a à Toulouse, on en a à Bordeaux. Ils sont en redondance. Et en fait, les données, du coup, restent en France. Donc ça, c'est important. Ouais. La souveraineté des données. La redondance, ça veut dire que les deux ont les mêmes données en même temps. C'est toujours synchronisé entre les deux. Voilà. Et ensuite, après, derrière, aujourd'hui, on a de plus en plus des solutions qui vont vers du cloud. Donc, en l'occurrence, des solutions comme Amazon Web Services, comme Azure, comme OVH dans une moindre mesure en France. Et ce qui est important, c'est que ce genre d'outils, si aujourd'hui vous pensez à passer sur du cloud, comme nous, on commence à le faire pour des données non critiques, pour des données de vélocité, en fait, vous pouvez obtenir des garanties de ces acteurs-là. Vous pouvez leur demander, vous leur dites, on veut des serveurs en France, et les serveurs de backup, on les veut en Europe. Et même si après, derrière, vous avez ce fameux Cloud Act qui va derrière vous dire les États-Unis peuvent demander sur simple requête pour des enquêtes des données qui sont stockées sur les serveurs d'Amazon Web Services, sachez qu'il y a quand même l'Europe pour vous défendre à ce niveau-là. Et ensuite, ne stockez pas de données qui sont sensibles sur ces serveurs-là. C'est ce qu'on fait. Merci. Vincent?
Ouais, également comme nous sommes tous maintenant interconnectés avec de multiples solutions, donc on peut possiblement se retrouver avec des données qui sont dans un autre système d'information, donc chez une autre entreprise. Donc il est important également de connaître la localisation de ces données-là et de pouvoir les catégoriser selon le risque qu'elles représentent. Donc ça fait partie du contrat que tu fais signer au départ. Oui, exactement, oui. Ok. Et comment ça se passe dans des gros systèmes comme les vôtres, les PCI DSS, la surveillance, les alertes, etc. Comment ça se passe là? Il y a quoi? Il y a des gardes armés? Comment c'est... Oui, au niveau PCI DSS et au niveau système d'information, oui, on a beaucoup de surveillance à faire. La surveillance est utile à avoir tout au long d'une attaque pour pouvoir être en mesure de la détecter et de réagir rapidement. Par exemple, quand un cyberattaquant arrive à s'infiltrer sur un réseau informatique, il peut rester des heures, des jours sans qu'il fasse d'action visible par l'utilisateur. Mais pendant ce temps-là, lui, il va effectuer un tas d'actions invisibles qu'on devra détecter et réagir le plus rapidement possible. Donc pour ça, on doit mettre des outils de sécurité en place sur des points stratégiques de nos systèmes, comme sur les postes utilisateurs, sur les serveurs, sur les réseaux. Ces équipements-là, ils viendront créer des alertes et où on pourra ensuite réagir. Donc la réaction d'une de ces alertes-là, ça peut être la désactivation du réseau sur un poste utilisateur. Donc une fois que le poste est désactivé, donc nous pourrons vérifier les process et les programmes pour voir ce qu'il y a eu comme action malveillante dessus. Alors, il y a plein de gens qui ont eu des attaques. Toutes les grandes marques ont eu des attaques. On a entendu des vols de cartes de crédit, il y en a eu chez tout le monde. Chez Marriott, chez Accor, chez Expedia, chez tout le monde, Booking, tout le monde y a eu droit. Chez Amazon, enfin tout le monde y est passé. Il n'y en a pas un qui n'a pas eu droit, je crois. Si? Est-ce qu'il y en a un grand qui n'a pas eu droit dans les grands vendeurs sur Internet, type Booking, Expedia, Amazon et autres? Ils ont tous eu leur moment de gloire. Ah, ils ont tous eu, oui. Bon, comme je te le disais tout à l'heure, si ça nous arrive à nous, on finit aux 20h le soir. Mais non, nous, justement, c'est notre métier. On n'a pas d'intrusion, en fait. On n'a pas. Parce qu'on a 80 personnes qui bossent à temps plein là-dessus et qui font un super boulot. Non, en tous les cas, ça arrive à plein de gens, donc ne soyez pas effrayés, ça arrive. Il y a juste des mesures de sécurité à prendre, c'est ça qu'il faut faire. La panique, ça sert à rien, il faut agir. Des fois, agir, c'est déjà débrancher. Débrancher, déjà, ça permet d'arrêter le massacre. Quand c'est le PC de réception, déjà, on le débranche. Hein. C'est le premier truc aussi. On l'a pas dit tout à l'heure, mais... Non, mais c'est clair. Hein. La première chose à faire quand vous avez une attaque comme ça, c'est déjà vous couper les connectivités. Hein. La base, enfin moi, en tout cas en ce qui me concerne, je n'avais que Booking d'impacté. Voilà, la connectivité Booking, elle a été aussitôt coupée. Plus de réservation, plus de problème. Alors nous, c'était un peu compliqué parce que l'ordinateur, il s'avère qu'il y avait 2 ordinateurs à la réception et c'est l'ordinateur où il y a tous les serveurs qui a été impacté. Donc quand on a coupé l'ordinateur, plus de service pour l'ouverture des cartes de chambre, plus de PMS, plus rien. Ouais. Welcome. Alors, chouette une fin astuce d'année. aussi, par exemple, c'est de ne pas avoir le serveur sur l'ordinateur de la réception. Oui. Enfin, moi, le serveur Medialog, par exemple, il est dans un placard ailleurs. C'est ce qu'on a fait après. Les serveurs sont tous dans un ordinateur en sous-sol. Ouais, voilà. Alors, moi qui fais partie de groupe de travail sur la technologie, je ne comprends toujours pas pourquoi les éditeurs ne parlent pas la même langue. Quand on parle de technologie hôtelière, en fait, c'est comme si on avait une cuisine où quand on veut changer la cafetière, il faut changer la prise, le voltage et parfois même le fournisseur d'électricité. C'est ça l'hôtellerie. La connectivité dans l'hôtellerie, c'est l'enfer. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se mettent pas autour d'une table et travaillent ensemble sur le même truc. Il faut que tout le monde parle de 220 volts. Enfin, ça me paraît d'une évidence évidente. Complètement d'accord, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les gens font appel aussi à des solutions qui sont américaines, qui ne parlent pas le même langage, solutions qui sont d'autres pays. Donc il faut les mettre autour de la table et ils n'ont pas forcément ces intérêts-là. Donc voilà, donc après derrière, entre Français, entre Européens même, on peut parler le même langage, mais... Ça serait bien entre Européens, déjà. Ça permettrait peut-être d'aller vers un choix au moins européen. Alors, en tout cas, nous, on a, avec les éditeurs et dans les éditeurs que l'on côtoie, le but c'est de s'interconnecter justement et faire en sorte que la sécurité soit maximale.
Et c'est ce qu'on pousse à travers nos offres et à travers les partenariats qu'on déploie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisqu'on arrive malheureusement pas loin de la fin? 0 question. Véronique, est-ce que tu veux un micro? Ah pardon, il y a 2 Véroniques en fait. Je parlais à l'autre, mais désolé Véronique. Donc là c'est Véronique avec un Y, non? Donc Véronique I. Bonjour. J'avais une question par rapport aux liens de paiement envoyés aux consommateurs pour limiter justement pour la partie tokenisation. Qu'est-ce qui va garantir aux consommateurs que ce lien de paiement n'est pas justement un hacker qui essaye de récupérer des données? Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, qu'est-ce qui va le garantir? En fait, quand vous allez cliquer sur la page du lien de paiement, en fait, vous allez tomber en fait sur les liens de paiement que l'on envoie sont toujours des liens en redirection. Donc, en fait, c'est pas la page de paiement qui apparaît derrière, c'est une page de paiement qui est sécurisée par nos services. Maintenant, on peut avoir un hacker, et je comprends la question, on peut avoir un hacker qui a contractualisé et qui peut utiliser nos pages de paiement. Sauf que là, pour le coup, et justement, nous, en fait, on fait un filtre à l'entrée des personnes qui peuvent contractualiser avec nous. C'est-à-dire que certaines autres boutiques peuvent très bien, on peut acheter sur le darknet pour 1 000 $ une boutique en ligne. Pour nous, en fait, pour rentrer chez nous, il faut montrer patte blanche. On est EP français, c'est-à-dire que l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un organisme de la Banque de France, nous contrôle systématiquement. On a aujourd'hui la note de sécurité la plus élevée auprès d'eux. Donc pour qu'un client soit chez nous, on a tout un KYC à collecter, donc qui est très lourd. KYC, Know Your Customer. Know Your Customer. Donc en fait, on a tout ça à contrôler. Et ceux qui utilisent notre plateforme sans avoir notre agrément, donc juste notre passerelle de paiement, c'est la banque qui contrôle et qui fait le Know Your Customer. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si vous voyez un lien Lyra, normalement vous pouvez y aller sans aucun risque. Il ne sait pas si c'est un lien Lyra, mais en tout cas, c'est pour ça, justement, on parlait d'évangélisation, on parlait de formuler une réponse européenne, déjà française et ensuite européenne. En général, les acteurs qui ont cette licence de paix, surtout en France, c'est réglementairement parlant, c'est très très lourd. C'est très très lourd et nous, donc du coup, les clients qu'on onboard sur notre plateforme, ils n'ont pas le droit d'opérer tant que nous, on n'a pas donné notre go. Okay. Mais comment ça se fait qu'on trouve des trucs qui sur marchent sur le darknet et qui ne soient pas bloqués rapidement? Parce qu'en fait, vous avez des EP qui délivrent en fait, l'autorisation de passer en production avant même d'avoir complété le processus de KYC complet. Il y en a qui font ça. Je ne donnerai pas de nom. Mais il y en a qui font ça. Et en fait, quand vous faites ça, ça veut dire qu'en fait, avant même que votre KYC soit fini, vous pouvez rentrer en production et donc envoyer des liens de paiement. Nous, ce ne sera pas notre cas. Et c'est la réponse qu'on aimerait promouvoir à travers la sécurité qu'on veut mettre en place aujourd'hui. Véronique, on a répondu à ta question? Bon, on va prendre la question de Véronique Y. Non, vous en aviez une? Où est le micro? Vous pouvez donner le micro à madame, s'il vous plaît? Non, en fait, c'était juste pour faire le parallèle parce qu'on disait si au moins déjà en Europe, on s'entendait. Bien, c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose également au Québec. Je représente les hôteliers du Québec et c'est un enjeu également qui revient. Donc, la sécurité, je pense que ça préoccupe tout le monde, là. Merci. D'autres questions? Madame, là-bas au fond. Bonjour, très intéressant déjà comme sujet. Nous, on est très mauvais, mais très motivés pour s'améliorer. Par exemple, sur la question des mots de passe. Bon, évidemment, nous, c'est dans Google Chrome, tout est enregistré. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai dit on est très mauvais. Vous parliez tout à l'heure de mini-logiciels, j'imagine, qui sécurisent tout ça. Je ne suis pas sûre que ça soit des logiciels qui soient représentés sur des salons comme ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme démarche? Les gestionnaires de mots de passe, non, ce sont des gestionnaires de mots de passe qui marchent dans toutes les industries pour tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas comme tout le monde parce que ça fait 25 ans que j'utilise des gestionnaires de mots de passe. Hein, et j'ai des mots de passe complexes à 16, 20 caractères ou même plus. Des trucs impossibles à retenir. Non, mais ça existe depuis 20 ans.
Et dès qu'on est un peu dans la sécurité, la première fois où mon ordinateur a été hacké, c'était en 2000. J'ai allumé l'ordinateur et j'avais ça sur mon écran. Ça m'a suffi. Hein. Depuis, je suis vacciné. Je fais attention. Tu donnes un exemple de gestionnaire de mots de passe ? Il y en a plein. Moi, j'utilise RoboForm parce que c'est celui que j'ai utilisé depuis le premier jour. Je le connais bien, je le connais dans tous les sens. Mais il y en a des tas d'autres. Ils vous génèrent des mots de passe complexes. Il suffit de cliquer sur générateur de mots de passe. Ils enregistrent les mots de passe. Vous y avez accès sur le mobile si vous voulez ou pas. Vous pouvez avoir un compte multi-utilisateur ou un compte mono-utilisateur. C'est vous qui décidez. Et ces gestionnaires, justement, sont étanches de Chrome. Parce que si on touche à Chrome ou au gestionnaire de votre navigateur, c'est facile, quoi. La chaîne est facile le fil est facile à tirer. Alors que si vous mettez des coupures, ça devient plus compliqué pour le hacker. Et le hacker, s'il perd trop de temps, il va aller voir ailleurs. Hein. Ah, vous voulez nous virer, c'est ça ? Mais on ne veut pas partir, non. On ne veut pas partir. Bon, est-ce que vous voulez bien, en 10 mots, conclure cette session ? Chacun votre tour ? 10 mots, hein, pas 11. En 10 mots, rapidement, donc la sécurité, c'est important. Le choix de votre prestataire est quand même important. Regardez bien avec qui vous travaillez. Et en tout cas, nous, pour le paiement, on est prêt à vous écouter si vous avez la moindre question. Ah ouais, je vais faire 10 mots. T'es prêt ? Vas-y. La sécurisation des données, c'est une priorité pour les établissements. Point. Point. Moi, je dirais de se doter d'outils, de bons outils, et de ne pas oublier la formation. Bien. Vincent ? Moi, je dirais que nous devons travailler ensemble pour nous protéger face aux cyberattaques. Ça, c'est une superbe conclusion. J'étais ravi d'être avec vous sur cette scène. Plaisir partagé. Ravi que vous soyez restés jusqu'à la fin. Et bonne fin de salon. Bienvenue aux autres. Merci.